Alors, on va continuer avec notre partie, je pense, qui va être très intéressante aujourd'hui. Un débat, un panel, une discussion sur la télésanté, la télésurveillance au Québec. Je pense que dans nos têtes d'étudiants, c'est très abstrait. On le sait que c'est là, on le sait que ça s'en vient, mais on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. Donc, ça va être un moment essentiel là, aujourd'hui. Je vais animer le panel en compagnie de Mathieu Nobert. Là, vu qu'il est parti, je vais vous le présenter. Il est président du comité des étudiants engagés face à la pratique de la pharmacie. Ça se dit longtemps, mais il a été co-organisateur là, pour l'événement aujourd'hui. Donc, on va séparer le débat en 3 sections. On va premièrement faire un état des lieux, un bilan de la télésanté et de la télésurveillance au Québec. On va aussi parler des défis, opportunités et des changements à venir. Puis également, un volet, évidemment, le colloque se veut un colloque de collaboration, donc la collaboration interprofessionnelle et la formation des professionnels de demain. D'abord, nous allons laisser les 3 panélistes se présenter, donc 1 à 2 minutes chaque pour expliquer là, en quoi ils ont la crédibilité d'être ici au panel. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Ah. OK, mon nom c'est Antoinette Ganem, donc je suis infirmière de formation, diplômée bac en sciences infirmières à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et j'ai une maîtrise en gestion des services de santé à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Monsieur Sicotte était un de mes professeurs. Je suis très contente d'être à côté de lui aujourd'hui. Alors, je travaille en télésanté depuis 2005. Puis, juste à titre d'information, quand j'ai été interpellée pour travailler comme conseillère en télésanté pour le Ruiz-McGill, le territoire de Ruiz-McGill, ben, j'ai dit, je suis infirmière, télésanté, c'est technologie. Puis je peux vous dire aujourd'hui que le meilleur profil pour travailler au déploiement des services de télésanté, c'est vraiment un profil clinique, conjugué avec un profil technologique comme support. Je peux vous garantir que c'est très gagnant. Alors, je suis ici aujourd'hui pour partager l'expérience qu'on a depuis 2005 dans le déploiement de services de télémédecine. Allô, bonjour, mon nom est Madeleine Saint-Gelais. Moi aussi, je suis une infirmière de carrière et je vous dirais que j'ai passé les 30 premières années dans des régions isolées à faire l'infirmière praticienne. Je suis revenue en 2003 comme infirmière à mettre en place la télésanté au réseau universitaire de santé McGill. Nous étions 2 infirmières. Aujourd'hui, avec l'expérience, vous allez voir qu'on va vous parler de ce qui existe à ce jour. Et bien entendu, ma carrière, moi aussi, j'ai une maîtrise en administration publique. J'ai aussi commencé mes études doctorales avec Monsieur Sicotte à côté de nous. Et je vous dirais que c'est un plaisir pour moi de partager l'expérience de la télésanté qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine. J'ai parti quasi en même temps que l'Internet première génération. Bonjour. Je suis Claude Sicotte, professeur au département d'administration de la santé, ici à l'Université de Montréal. Je suis professeur à l'École de santé publique. Nous, on forme des gestionnaires de la santé. Donc, les professionnels chez nous sont des gestionnaires. On forme au 2e cycle, maîtrise et doctorat. Et donc, les gens qui viennent chez nous sont des gens du 1er cycle qui ont souvent des formations en clinique, comme Antoinette et Madeleine ici présentes en tant que telles. Donc, moi, au département, mon expertise est en technologie de l'information. Ça fait une trentaine d'années maintenant que je suis le déploiement de l'informatisation et des technologies de l'information dans les organisations de santé. Et j'ai bien sûr suivi les questions autour de télésanté, télémédecine. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, avant de commencer le débat, la discussion, on va faire une petite définition de la télésanté. Dans le fond, c'est la prestation des soins et services de santé à distance. Ça comprend l'ensemble des technologies, des réseaux, des services de soins basés sur la télécommunication. Puis, c'est pas juste ces aspects-là, ça comprend aussi l'ensemble des technologies Ça comprend aussi les programmes d'éducation, de recherche collaborative
et les autres services offerts orientés vers le patient. Ça... Bon, c'est pas grave. Puis ça peut prendre plusieurs formes, la télésanté. Ça comprend tout ce qui est issu des technologies de l'information, de la télécommunication, les TIC, tels l'Internet, les outils audiovisuels, exemple Skype, les textes, le stockage. Par texte, on peut penser à, dans le fond, transmettre de l'information textuelle, un document écrit sur quelque chose directement au patient. On va aussi parler de télésurveillance. La télésurveillance, dans le fond, c'est la surveillance à distance de données cliniques. Un petit lag, désolé. Donc, autosurveillance, surveillance assistée, par exemple, ceux qui sont en pharmacie connaissent probablement Pharmacie 3.0. On va monitorer des données, par exemple, la glycémie, la pression à distance, revoir ça dans un board. Donc, c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est quoi les enjeux face à ces nouvelles technologies-là? Donc, section 1, on a commencé avec une première question. Qui va, dans le fond, aider à comprendre un peu mieux l'état actuel, finalement, de la télésanté et de la télésurveillance. Puis, on veut que vous nous parlez, sur un horizon de 5 ans, dans les 5 dernières années, comment que ça a évolué. On est rendu aujourd'hui au Québec. Donc, 6 minutes, peut-être 2 minutes chaque là-dessus. Je vous laisse parler. Donc, rapidement, je dois vous féliciter pour le choix du thème du colloque. Effectivement, vous avez choisi un thème important pour l'organisation des soins et, à mon sens, c'est une piste d'avenir. Lorsqu'on pose la question sur le bilan, on comprend bien ici, on s'intéresse à la télésanté, la télésurveillance. Donc, c'est comment le système de santé, on parle du Québec, va mobiliser ces technologies pour améliorer l'accessibilité aux soins, la qualité, la sécurité des patients. Si on pose la question sur le bilan, je dois vous dire malheureusement qu'au Québec, pour les 5 dernières années, on stagne. Donc, on n'avance pas vraiment. Et c'est dommage parce que ailleurs, d'autres font des progrès et quand on reste en place, on recule par rapport aux autres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les investissements du Québec en télésanté remontent à une 20aine d'années. À l'époque, il y avait le fonds de l'autoroute de l'information où on a investi pour susciter des innovations dans la société. Ça l'a percolé vers le système de santé au Québec et si on regarde, il y a eu plusieurs initiatives. Et c'est l'époque que je qualifierais où il y a eu des pionniers, des entrepreneurs cliniques qui ont développé des modèles pour aider dans leur spécialité à avoir un meilleur accès aux soins, notamment en régions éloignées. Malheureusement, c'était des initiatives individuelles. Lorsqu'on parle d'innovation, il en faut au début. Après, il faut que le système reprennent le relais. Et je pense qu'on est dans cette phase actuelle où on voit pas la prise de relais. Et le constat qu'on doit faire, malheureusement, des 5 dernières années, c'est, si on regarde les politiques publiques ou l'éveil de cette technologie est peu présent dans nos débats politiques en tant que tels. Je vais vous donner un peu, peut-être de meilleures nouvelles. Au niveau clinique, en fait, en 2004, il y a eu la réforme du réseau de la santé, puis il y a eu la création des réseaux universitaires. Si vous connaissez les RUIS, on a 4 RUIS au niveau de la province. Il y a eu l'opportunité, puis ça rejoint un peu ce que Monsieur Sicotte dit. On a eu l'opportunité de financement par projet, par Inforoute Santé Canada, un financement conjoint avec le ministère. Alors, ça a stimulé les réseaux universitaires intégrés de développer un plan de déploiement de télésanté au niveau de leur territoire. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ce financement a permis quand même l'émergence de plusieurs projets cliniques qui sont devenus actuellement des services
Et on est dans la phase de ce que Claude disait tantôt, où le ministère est en train d'essayer de récupérer pour pérenniser ces services à long terme et les intégrer dans la prestation des services au niveau du réseau. Donc, à titre d'exemple, on a actuellement au niveau de Ruiz-McGill seulement 400 équipements de visioconférence sur le territoire. Donc, on a déployé des réseaux. Et ça, le concept de réseau est vraiment novateur parce que nos établissements fonctionnent dans une logique d'établissement. Mais en télésanté, on a réussi à mettre un réseau, des réseaux régionaux et des réseaux interrégionaux qui lient le nord vers le sud et qui lient les régions à l'intérieur entre les établissements entre eux. Et parmi les équipements, ces équipements-là, en plus d'applicatifs cliniques aussi, parce que la télésanté n'est pas juste de la visioconférence, on a plus de 35 domaines cliniques où il y a actuellement des activités en télésanté. Puis juste à titre d'exemple, on a les consultations obstétricales avec échographie en temps réel entre le Nunavik et le Sud. C'est quand même important. On a des consultations en cardiologie avec une auscultation en temps réel entre le Nord et le Sud. Vous imaginez un peu les avancées technologiques et les prouesses cliniques qu'on a dû mettre en place pour réussir ce type de consultation. On a un réseau de téléthrombolyse à largeur de la province et actuellement, ce qui est une bonne nouvelle, on a de plus en plus d'émergence de projets à portée provinciale. Mais l'enjeu reste au niveau de récupérer toutes ces initiatives-là et d'en faire des projets provinciaux et pérennes. Madeleine? J'aurais tendance à vous dire, moi je vais vous parler dans le concret, parce que j'ai été dans l'action tous les jours. Au Ruiz-McGill, c'est que nous, on a créé un centre virtuel de santé de services sociaux. 2004, l'arrivée des CSSS, les centres de services sociaux intégrés. Donc, nous, on a dit, on va créer un centre virtuel. Et aujourd'hui, ce centre virtuel-là, Antoinette vient de vous dire qu'il y a une trentaine ou une quarantaine d'activités ou domaines cliniques, mais il y a 660 personnes, médecins, cliniciens, agentes administratives et tous ces intervenants-là sociaux qui sont inscrits dans cet hôpital virtuel, appelé l'hôpital virtuel, qui sert aussi à documenter et avoir la traçabilité d'une demande de consultation jusqu'à son rapport final. Et ça, là, c'est des exemples concrets qu'on est en train de rendre possible ou de diffuser pour permettre à d'autres RUIS d'utiliser les mêmes outils afin de ne pas répéter l'expérimentation, de recréer l'ensemble de ces informations-là. L'autre chose qui est importante, c'est de se rappeler aussi, quand on crée un centre virtuel, ce n'est pas seulement pour la population, mais c'est pour le patient qui est l'unique et le requérant des services de santé. Alors, merci. Pour la prochaine question, on va vous demander de décrire l'organisation, vraiment l'organisation des services de télésanté et télésurveillance au Québec en ce moment. Vous avez parlé de quelques exemples. Aussi parler des normes réglementaires, les programmes gouvernementaux, les intervenants et les bénéficiaires en général. Large question. En fait, on nous a demandé de faire un débat et vous voyez bien on débat et la position de Madeleine et Antoinette, c'est vraiment, quand je parlais de pionniers et d'entrepreneurs, vous en avez deux. Moi, je suis un peu à l'extérieur et je parle de façon plus générale et tout en reconnaissant le rôle majeur que jouent les pionniers. Et c'est vrai qu'on a des projets qui sont très intéressants, très performants au niveau du Québec. Mais le point que je veux soulever, c'est que c'est pas repris par le politique, ni vraiment par le technocratique qui est au ministère, ni aussi par les équipes de gestion. En fait, prenez pour exemple la dernière réforme qui a été introduite par le ministère avec la loi 10. On dit qu'on veut réformer le système de santé au Québec pour améliorer l'accessibilité, la qualité, tout ça. Et c'est une réforme de structure. On n'utilise pas les technologies de l'information pour aller vers ce qu'on a besoin de vraiment réformer pour atteindre ces objectifs-là, c'est nos modèles de soins. Et c'est
À mon humble avis, c'est pas en réformant les structures des établissements, il faut réformer les modèles de soins. Et la télésanté, à mon sens, offre cette perspective que vous allez vivre parce qu'on est dans l'innovation, la transformation. Donc, pour répondre à la question, je suis heureux d'entendre Antoinette qui dit que le ministère va sortir une nouvelle politique, mais si vous reculez sur quelques années, on n'a pas vraiment au Québec de politique au niveau de la télésanté. Il n'y a pas eu de marque pour mettre de l'avant cet aspect-là. Je vais répondre tout de suite à la question de les normes réglementaires. En fait, le ministère a été quand même un novateur quand il a intégré quelques règlements dans la loi sur les services de santé et services sociaux, même si ces lois étaient quand même de base. Donc, il a quand même mis des cadres, des balises pour le déploiement de la télésanté qu'il fallait respecter et qu'on a essayé de suivre autant que possible avec toutes les zones grises que ces règlements peuvent engendrer. Je peux en nommer, par exemple, le consentement du patient, qui est important parce qu'il y a une transmission de l'information d'un professionnel à un autre et il faut que le patient consent à cette transmission d'information. Il y a la loi qui régit la tenue de dossier. Ça, c'est quand même une complication au niveau organisationnel administratif où le fournisseur qui fournit un service est obligé d'ouvrir un dossier avec un patient virtuel. Et tout le cadre normatif sur les technologies d'information qu'il faut respecter en mettant en place les technologies. Donc, il y a quand même un cadre des normes réglementaires, mais qui nous pose beaucoup plus de questions qu'il nous donne de réponses. La rémunération médicale en est aussi un autre exemple. Les principaux programmes gouvernementaux, malheureusement, ils sont pas nombreux. On peut nommer la téléthrombolyse, qui a été une initiative gouvernementale, puis je peux peut-être nommer, c'est la seule, qui a été implantée et qui roule et qui est réussie. Par contre, on est dans des travaux de gouvernance actuellement de la télésanté, puis ça, c'est ce qu'on attendait depuis 10 ans, parce que quand on a commencé les projets avec Inforoute, on disait toujours au ministère, il faut une vision ministérielle pour encadrer le déploiement de la télésanté, mais malheureusement, le ministère n'avait pas cette vision-là. Actuellement, on essaye de récupérer. Alors, on fait une marche arrière pour dire quelles sont les balises, les cadres réglementaires, comment on va gouverner le déploiement et la mise en place des services de télésanté de façon cohérente en réponse vraiment aux priorités et aux besoins populationnels. Alors, c'est un peu ça la question que la réponse, Madeleine, à toi? Moi, la réponse, je vous parlerai des patients. Les patients au centre de ce service-là, c'est des gens qui sont souvent dans les régions isolées, qui n'ont pas accessibilité à des services spécialisés, qui doivent dépenser des fortunes en temps chômé pour se déplacer par avion à Montréal, perdre une journée, 2 jours, 3 jours, dépendamment de la température, pour retourner au Nunavik, retourner en Abitibi, etc., etc. Et ça, là, c'était un des facteurs clés qui a fait la réussite de ces services-là en télémédecine. Alors, je vous dirais, le patient, quand il est au centre de ces soins-là et de ces décisions dans les domaines cliniques, on est gagnant sur toute la ligne. Et le ministère ne peut pas faire autrement que de dire on va devoir injecter de l'argent. Parce que ça sert à diminuer aussi les frais de transport du Nunavik. Ça sert à éviter la déportation des médecins qui perdent du temps chômé pour aller donner des services en itinérance. Et comme vous le savez, en pharmacie, avec votre système 2.0, le patient qui est capable de rentrer directement dans son système de pharmacie, d'avoir accès à ses données, et on lui permet une certaine autonomie, puis on lui permet aussi de pouvoir commander en ligne. Et je suis certaine que de votre côté, vous sauvez aussi du temps, puis vous permettez une communication, puis une approche qualitative beaucoup plus précise auprès de vos clientèles. Je confirme. Oui. Ajouter une chose qui est importante, là, c'est qu'on a souvent l'impression que la télésanté, c'est juste les médecins, mais ce n'est pas le cas. Les services actuellement qui sont déployés, on a des pharmaciens, des inhalothérapeutes, des infirmières, des psychologues, des éducateurs qui en font actuellement.
Et on peut nommer encore beaucoup plus. Donc, la télésanté, c'est pas juste, c'est pas la télémédecine, c'est un peu plus gros que ça. Ça touche tous les professionnels de la santé et les intervenants du réseau. Oh, j'aurais peut-être oublié quelque chose. Rappelez-vous, la technologie n'est pas la solution. C'est le patient d'abord qui, et là, la technologie est choisie par la suite. Sinon, quand on s'en va dire, on va choisir une technologie comme un matin, le présentateur avant avait une multitude de systèmes ou de gadgets pour capturer les signes vitaux, etc. C'est pas ça, nous. On part du besoin clinique et ensuite on trouve la solution avec, les fournisseurs, les intervenants, les spécialistes, les ingénieurs, etc., etc. Merci beaucoup. Vos interventions mettent bien la table à notre deuxième section qui est défi, opportunité, changement. Parce que M. Scott, vous avez dit, bon, en ce moment, on est en train de stagner, mais d'un autre côté, Mme Segelet donnait des avantages pour le patient. On parle de technologie de l'information. Je pense qu'à notre sens, on trouve tout que c'est accessible, c'est populaire, c'est mobile aussi. Là, notre téléphone, on l'a sur nous. On peut accéder à des données de santé sur nous, nos gadgets informatiques. Puis, on est dans un contexte de vieillissement de la population, qu'il y a plus de maladies chroniques à cause de la sédentarisation, entre autres. On démocratise l'information parce que c'est accessible sur Internet. On est de plus en plus éduqués, mais en contrepartie, on a des politiques de coupe. Donc, la question, je pense qu'on va sauter avantage parce que on va être surtout, je pense, intéressé par c'est quoi les défis, c'est quoi les obstacles. Vous avez dit, M. Scott, que c'est stagnant. Pourquoi? On veut le savoir. En fait, je pense que, comme le soulignait Antoinette, le ministère de la Santé n'est pas resté inactif. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis d'un point de vue technologique pour déployer le réseau. Par exemple, au Québec, on a un intranet sécurisé pour les services de santé. Donc, tous les établissements, incluant les GMF, les pharmacies communautaires, peuvent s'échanger des données cliniques en toute sécurité. Il y a eu des standards qui ont été mis pour s'assurer que l'information soit bien comprise de la même façon par ceux qui se l'échangent. Donc, il y a eu des actions, sauf que ce que je mets en évidence, il n'y a pas une vision clinique qui a amené un changement en tant que tel. Et si on va vers les défis, il faut voir qu'on investit beaucoup dans la connectivité. Donc, on est capable, des ordinateurs peuvent se parler entre eux, les établissements peuvent s'échanger de l'information, mais si on prend la donnée clinique, la donnée qui décrit l'état de santé du patient, on est encore beaucoup dans des environnements de dossiers papier. Et un des défis, c'est que on a de la difficulté à ce que l'information clinique suive le patient dans son déplacement. La bonne nouvelle, c'est que si on regarde les efforts de ces dernières années, il y a eu des investissements importants dans les établissements de santé pour déployer des dossiers cliniques informatisés. En première ligne, il y a des efforts importants qui se font pour déployer des dossiers médicaux dans les cliniques, les GMF, tout ça. Et il y a le DSQ, Dossier Santé Québec, qui va permettre d'échanger l'information. Et ça, c'est essentiel pour faire de la télésanté, pour que les cliniciens soient capables d'échanger entre eux à distance à propos d'un patient. Ils doivent pouvoir opérer avec les données cliniques. Et je dirais que c'est un des freins essentiels au déploiement actuellement. En fait, je vais un peu structurer ma réponse parce que actuellement, la télésanté, c'est un nouveau paradigme. Je pense que M. Harvey l'a mentionné. C'est un nouveau contrat qui s'installe entre le médecin et le patient. C'est une nouvelle culture dans les services de santé. Donc, il y a une gestion de changement qui est très importante. Ça, c'est un défi qu'on a vécu presque à tous les jours quand on déployait les services, et surtout les services cliniques, parce que installer de la téléformation, c'est pas aussi majeur que faire un déploiement en télécardiologie ou en télépharmacie, etc. Donc, il y a un défi au niveau clinique où le médecin veut être certain de pouvoir donner un service de qualité. Il veut être conforté que la technologie va lui permettre d'établir une communication avec son patient
et être aussi protégés au niveau légal et juridique. Donc ça, c'est un élément qui est très important, sur lequel on a travaillé tout le temps avec les cliniciens. Il y a un impact au niveau organisationnel, où on a des organisations qui sont dans un schéma fermé, dans un fonctionnement fermé, puis ils ne sont pas ouverts à offrir des services à des régions éloignées, qui connaissent presque pas. Donc, il y a une méconnaissance de la réalité des régions éloignées. Il y a une ouverture vers des cultures qui sont un peu différentes, une vision de la santé qui est différente. Puis, il y a une réorganisation du travail autour de la télésanté, parce il y a une responsabilité partagée entre le site demandeur et le site fournisseur. Donc, toute cette réorganisation de travail est perçue souvent comme un intrus, une charge de travail dans ce qu'on fait actuellement. Puis, la gestion de changement qu'on a faite, c'est de leur dire, ben non, ça va être une valeur ajoutée dans votre façon de fonctionner. Une valeur ajoutée et pour le patient et pour le professionnel qui livre les soins. Ça, ce n'est pas facile, c'est un défi important. Et quand on a parti la télésanté, on voulait intégrer les services dans le panier de services des établissements, mais quand on veut le faire avec aucun incitatif ministériel, ce n'est pas facile, c'est difficile, et souvent, on est buté à des ententes de gestion où les indicateurs de performance sont contraires à ce qu'on veut avancer en télésanté. Donc, tous ces éléments organisationnels étaient quand même très, très importants. Puis, j'ajouterai aussi, je l'ai déjà mentionné, mais la télésanté, c'est pour les régions isolées. Madeleine qui en vient, elle peut en témoigner. On a une méconnaissance très importante des régions isolées, de leur réalité, leur culture. Puis ça crée aussi un défi très important. Moi, je pourrais conclure en vous disant, le prochain défi, là, c'est que le prochain défi, là, c'est que les données cliniques suivent soit le médecin spécialiste. Vous avez tous un téléphone cellulaire, j'en ai la certitude. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez 30 secondes? Vous allez voir si vous n'avez pas reçu une notification sur votre Facebook ou d'autres choses comme ça. Nous, ce qu'on est en train de faire, on est en train de créer un petit DSI, un petit dossier de santé privé, pour lequel, où le médecin, avec la requête web résultat, serait capable de recevoir une notification comme de quoi qu'il y a un cas à regarder immédiatement. Et là, ça s'appelle la consultation en temps différé. C'est-à-dire cette capacité de pouvoir, n'importe quand ils ont quelques minutes, de regarder une plaie, de décider si on doit modifier le plan de traitement, de décider à la réception d'un ECG si ce patient-là doit être consulté par un cardiologue ou d'être transféré immédiatement du nord vers le sud. Et c'est cet aspect-là des données cliniques qu'il faut arriver à régler. Et vous le savez, ce matin, vous avez eu un discours sur l'éthique et l'utilisation des réseaux. Et quand j'ai vu le mot Skype, là, allez pas penser qu'on fait une consultation clinique sur Skype. C'est interdit, c'est non professionnel, et la journée que vous êtes attrapé en donnant des informations cliniques dans Skype et que c'est récupéré soit par le patient et sa famille, c'est sûr que vous êtes dans un trouble qu'on appelle problème éthique personnel. Ça fait que moi, je vous dirais, c'est ça les gros défis, d'être capable de jauger qu'est-ce qui devient essentiel de ce qui est personnel dans votre pratique quotidienne. Mais justement, si vous parlez Skype est pas possible, c'est quoi les avenues, c'est quoi les opportunités qu'on peut utiliser pour vraiment faire de la télésanté à grand déploiement? Parce que c'est beau dans les réseaux, mais comment est-ce qu'on peut mettre ça déployé à travers le Québec, là, en tenant compte premièrement, les avancées technologiques, puis aussi les conditions sociales au Québec, puis aussi les politiques gouvernementales qui veulent couper de l'argent. Donc, on aimerait ça vous entendre là-dessus. Ben moi, j'en profite pour vous dire, vous allez avoir un animateur, un présentateur cet après-midi, Dr Beaulieu, qui va vous faire une démonstration de ce que c'est que d'avoir une nouvelle plateforme collaborative, sécurisée, fonctionnelle, qui va vous permettre de faire des miracles à court terme entre votre patient, l'intervenant, ou entre deux professionnels qui ont besoin d'ajuster leur profil thérapeutique, ou tout simplement voir la magie de ce que c'est que d'avoir une plateforme collaborative, interactive, qui permet la formation médicale, la permission de pharmacologie, ou peu importe dans le domaine où vous serez. Et nous, chez nous, on l'utilise à titre de pilote. C'est ce qui fait qu'on sort du réseau clinique, du RITEM dont M. Sicotte parlait tantôt, pour utiliser nos cellulaires, nos tablettes, pour être capable de donner ce service clinique-là dans un deuxième souffle qui est à venir.
Et rien n'est complet à ce jour, mais vous allez avoir une belle opportunité cet après-midi de voir cette plateforme-là. Actuellement, toute solution qui est certifiée par le ministère, par le RITEM, parce qu'il y a des normes et des standards à respecter au niveau sécurité de transmission de l'information. Alors, toute solution, si dans le futur Skype est certifié par le ministère, ben, on va pouvoir l'utiliser. Mais à l'étape actuelle, tant que la solution n'est pas sécurisée, pour permettre une transmission confidentielle et sécuritaire des informations aux patients, on peut pas l'utiliser. Donc, c'est un peu la règle. En fait, pour compléter les réponses, je vous dirais que ces dernières années, on a connu le développement de ce qu'on appelle l'informatique mobile. Et Madeleine faisait allusion en parlant des téléphones intelligents, des tablettes. Et c'est clair que on est en train de migrer et le système de santé va absorber ces technologies. On le voit déjà. À l'heure actuelle, vous pouvez aller voir votre médecin en GMF. Il peut vous prescrire des médicaments sur son ordinateur de bureau et cette information-là va être acheminée au dossier Santé Québec, qui est une plateforme de centralisation, pour pouvoir la partager avec les pharmacies. Et on s'en va vers un univers où tous les pharmacies au Québec, les labos, les GMF, les établissements vont être capables de communiquer à travers cette plateforme qui est sécurisée. Et quand on parle d'informatique mobile, c'est qu'effectivement maintenant, on a des solutions où on peut sécuriser les téléphones intelligents, on peut sécuriser les tablettes. Et donc, comme professionnel, vous allez vivre dans un environnement où vous allez avoir un outil technologique. En fait, votre dossier patient va être partout avec vous. Vous allez pouvoir entrer en contact via votre tablette, votre téléphone, un poste dans un établissement. Tout ça se déploie comme environnement sécurisé, protégé. Et donc, l'information va être accessible par tous les professionnels interpellés par le traitement d'un patient. Et l'intérêt, c'est que toute l'information de ce patient va être accessible par tous. Donc, on met fin aux barrières géographiques et aussi temporelles, parce que l'idée, c'est d'accumuler dans le temps l'historique de ces données. Et j'ajouterais, effectivement, par le passé, on a eu des freins, on parlait de barrières sociologiques. Il y a quelques années, tout le monde s'inquiétait beaucoup de la confidentialité des données. La Commission d'accès à l'information du Québec était très préoccupée par cet aspect. Aujourd'hui, les mentalités évoluent. On rencontre des médecins qui échangent des courriers électroniques avec les patients. Et si on discute avec les patients chroniques qui deviennent, à mon sens, des consommateurs avertis de leur santé, la circulation de l'information sur des réseaux est maintenant vue comme très acceptable. Donc, on change aussi d'environnement, donc technologique et aussi social. Je suis content de votre dernière intervention. Ça fait une belle transition à la prochaine question. Quels changements s'avéreront indispensables pour que les opportunités puissent se matérialiser pour répondre aux besoins de santé des Québécois? Effectivement, au début de ma présentation, j'ai soulevé des écueils, des problèmes. Je pense que c'est important de voir de façon réaliste la situation. Il faut comprendre que le système de santé est l'industrie humaine la plus complexe. Et si on regarde les autres industries, l'industrie bancaire, l'industrie de l'automobile, ils sont passés à l'informatisation. L'industrie des soins de santé est une des dernières industries où on est en train de faire ce passage. Et on parle de
ça va être un passage révolutionnaire, donc il y a beaucoup d'incertitudes, de perturbations. Et pour répondre à la complexité des décisions qui doivent être prises par une multitude de professionnels avec des expertises différentes, on le fait en partageant de l'information. Et du point de vue des dispositifs technologiques qu'on doit déployer pour être capable de supporter des experts, ce que sont les professionnels, c'est très complexe. Et quand on regarde en technologie, au début, on investit beaucoup de choses, ça coûte cher, puis on n'a pas l'impression que ça change grand-chose. Et je vous dirais qu'à l'heure actuelle, on a déployé beaucoup de technologies qui font qu'on est prêt, à mon sens, du point de bascule, où là, on va tirer bénéfice. Parce que si on regarde le système de santé au Québec, vous avez un intranet, donc c'est comme l'Internet, vous pouvez échanger, et tous les points sont connectés, tous les établissements. Tous les professionnels de la santé au Québec ont un identifiant unique. Ils peuvent se connecter au réseau. Les patients ont aussi un identifiant unique. C'est la transformation de notre numéro d'assurance maladie qui permet de concentrer l'information vers ces patients-là. Je vous parlais d'informatique mobile. Il y a des solutions de dossiers patients. On voit des médecins qui, le soir, vont reviser les patients qui ont vu dans la journée. Ils ont accès aux données, donc à distance. Et donc, la réponse, c'est qu'à mon sens, peut-être dans 5 ans, où vous allez entrer dans un univers de pratique qui va être très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, qui est un peu brouillon, reconnaissons-le. Moi, je dirais que le changement doit se faire à tous les niveaux. En premier, auprès des professionnels de la santé, vous êtes les professionnels du futur. Puis moi, je peux pas vous cacher qu'on fait du travail du marketing, comme des gens qui vendent des aspirateurs là auprès des professionnels, pour leur dire la télésanté est là, il y a des opportunités de faire les choses autrement. Essayons de penser comment on peut être créatif. Parce qu'actuellement, on a des besoins, on a une pénurie de ressources, on a des changements sociaux au niveau de nos patients, de notre population. On a un système public auquel on tient mordicus, on veut le garder. Essayons de faire les choses autrement pour être plus efficaces auprès de la population et plus efficients. Puis moi, je suis très convaincue, après 10 ans, 11 ans de travail en télésanté, que c'est une avenue qui est très prometteuse. Elle n'est pas la solution de tous nos problèmes, mais il faut que nous, les professionnels, on soit avisés, sensibilisés pour ce potentiel-là et pouvoir le prendre en charge et dire comment on peut l'intégrer dans notre façon de faire, dans notre pratique quotidienne pour faire les choses autrement et de façon plus efficace et plus efficiente. Je pense que c'est le changement majeur qu'on doit faire parce que la demande qui nous vient n'est pas facile, là. C'est-à-dire on n'est pas capable de mobiliser les professionnels pour leur dire aidez-nous à voir comment on peut faire les choses autrement. Parce que c'est les cliniciens qui doivent l'implanter. On dirait que M. Turcotte, M. Sicotte, lui, a le micro facile. Moi, on dirait que je m'étire, je me recule. En tout cas, je vais essayer de finaliser en vous disant, il ne faut pas perdre de vue tous vos donateurs privés, tous vos investisseurs. Quand on veut passer d'un mode artisanal à un mode productif, là, ça nous prend aussi des investisseurs. Moi, là, si je suis capable de dire aujourd'hui qu'on a un centre virtuel de santé qui est opérationnel, qu'on a une tour de contrôle qui est exceptionnelle au RUIS McGill pour la télésanté, qui soutient les 2 RUIS Montréal et McGill, et qui, en plus, vous allez avoir arrivé une cabine de télémédecine directement de France, où tous les paramètres vitaux, où on est capable de faire du pré-triage à l'urgence du Children, parce qu'on veut désengorger cette urgence-là, ça prend des investisseurs. Ça prend des gens qui croient aussi à la télésanté. Je peux croire aussi que ces investisseurs-là, il faut pas leur donner le rôle total de prendre en charge nos besoins.
c'est d'en faire des partenaires. Que je parle de Bell, que je parle d'Enfants Opération Soleil, tous ces grands donateurs-là, ben ces joueurs-là, là, il faut aussi les nourrir d'expérimentation puis de petits success stories pour en faire aussi la diffusion et voir que le demain, ces gens-là, on peut pas les éliminer totalement en pensant que le ministère de la Santé sera l'unique agent fournisseur de financement. Moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est mon dernier message. Sachez compter aussi sur tous ces partenaires-là qui existent au niveau d'une plateforme collaborative d'intervenants multiples à tous les niveaux. OK, merci. Alors là, on va changer de direction un peu pour la prochaine question. En tenant compte des conditions socio-économiques qui changent, le vieillissement de la population surtout. Selon vous, existe-t-il des risques de fossé générationnel, generational gap, ou de fractures sociales provoquées par l'avancement technologique? Bonne question. Je dirais que possiblement, Antoinette faisait allusion, on essaie beaucoup de mobiliser les professionnels qui sont en place, qui effectivement fonctionnent selon des modèles traditionnels. Et on arrive avec la télésanté qui demande un changement profond des façons de faire. Il y a possiblement un fossé, mais moi je vous dirais qu'il est surmontable et que ça va se faire assez rapidement. Je vais vous donner un exemple. Je pense que ce qui nous manque au Québec, c'est des modèles d'organisation clinique. Si vous regardez Amazon, qui a réussi à transformer la librairie traditionnelle, en santé, on est dans le même ère de changement. On essaie de capturer le potentiel de ces technologies pour avoir des nouveaux modèles d'organisation clinique. Et c'est ce qui nous manque au Québec. On réfléchit pas assez en termes de vision clinique. Pour vous donner un exemple pratique, pour ceux qui s'intéressent aux soins aux patients souffrant de maladies chroniques, il existe un modèle, en anglais on l'appelle the Chronic Care Model, très connu, documenté, qui a fait l'objet de plusieurs recherches scientifiques. Quand vous regardez le Chronic Care Model, c'est un modèle clinique, comment bien soigner des patients, où on met notamment de l'avant le suivi systématique de ces patients-là pour éviter qu'ils dépérissent, et aussi le travail en équipe multidisciplinaire. Quand vous regardez comment on utilise le modèle, il est fondé sur l'utilisation de technologies. Au moins 3 éléments. Un, on dit il faut des dossiers patients électroniques pour favoriser la communication au sein de l'équipe de soins. Donc, les professionnels doivent utiliser des solutions pour s'échanger l'information. 2, on fait avec cet outil le suivi systématique. L'ordinateur peut voir est-ce que le patient fait ses tests, c'est quoi les résultats. Donc, il décharge l'équipe clinique en tant que telle. Aussi, le système informatisé peut faire de l'aide à la décision clinique. Et aussi, dans ce modèle-là, on veut engager le patient pour qu'il participe à son soin. Là, on parle de autonomisation du patient, patient empowerment, aussi grâce à l'informatique, où on donne accès au patient à son état, l'évolution de son soin. Fait que c'est un exemple. Je termine. Rapidement, est-ce que vous avez une intervention? On avait 3 minutes pour cette section, mais on peut accepter d'autres interventions. Je veux juste donner un exemple. Pour le fossé générationnel. OK. On a eu des expériences avec des médecins très âgés qui ont adopté la technologie très facilement, d'autres non. Puis on a des médecins jeunes qui refusent de le faire et d'autres non. Donc, le fossé générationnel, dès que la technologie est conviviale, friendly user,
moi, je n'y crois pas beaucoup. Et au niveau du patient, est-ce que vous pensez que les iPads... Au niveau du patient, exactement, c'est ce que je veux donner comme exemple. Puis malheureusement, j'aurais pu amener le vidéo pour le voir. Première consultation en télécardiologie qu'on a faite, c'était avec une femme de 80 ans qui était au Saint-Laurent avec un médecin qui était au Royal Victoria. Puis nous, on s'était dit, mon Dieu, première consultation en cardiologie, une femme aussi âgée. Puis on a demandé si elle acceptait d'être filmée parce qu'on donne, comme on a dit, du marketing pour promouvoir la télésanté. Elle a accepté. Puis le vidéo est très cute. La femme, quand elle arrive, elle se voit pas dans l'écran, mais elle voit le médecin. Puis dès que le médecin apparaît, elle commence à arranger ses cheveux pour qu'elle paraisse bien. La consultation se fait, puis à la fin, on lui a demandé comment vous avez vécu cette expérience. Et étonnamment, elle était très satisfaite. Et écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, c'est la première fois où je vois le médecin me regarder, où il me donne plus de temps qu'en clinique et il répond à toutes mes questions. Et c'est moins gênant. Et c'était vraiment le témoignage de la femme de 80 ans. Je termine là-dessus. Merci beaucoup. Alors, on est déjà à notre dernière section qui devrait être très rapide. On s'intéresse justement à la collaboration, notre pratique et notre formation est plus à plus axée sur les stages. On a les cours de CSS. Qu'est-ce qu'on apprend dans les cours de CSS, s'il vous plaît? Le patient, il est quoi? Il est partenaire. Oui, vous êtes comme la moitié qui l'a dit, c'est bon. Et aussi, on voit qu'il y a un décloisement des responsabilités. Là, la médecine tourne plus tout autour du médecin. C'est lutin aussi, comme le pharmacien. Donc, on va s'intéresser à la première question. Comment faire en sorte qu'on utilise les technologies de l'information, de la communication au bénéfice de la collaboration dans les soins? C'est très simple. Lorsque le service est donné au bon moment, au bon endroit et par la bonne personne, il nous reste à bâtir l'équipe interdisciplinaire pour faire en sorte que ça fonctionne. Nous, ce qu'on a fait chez nous avec les ingénieurs du biomède, on les oublie ces gens-là, hein, ils ont de la connaissance, ils possèdent tous une connaissance approfondie au niveau des applicatifs cliniques, qui sont en lien avec les appareils d'ECG, qui sont en lien avec les appareils d'échographe, etc., etc. Et ces gens-là ont dit, est-ce que c'est faisable de faire un test de réactivité fétale chez une femme qui est au Chisasibi et avoir le tracé chez nous à Montréal pour le lire et l'interpréter afin de lui éviter un transfert parce que c'est une grossesse à risque? Alors, tout le monde se sont mis au dessin, au travail. Ils ont appelé les fournisseurs parce que ce sont souvent eux qui sont propriétaires de la licence de l'applicatif, que ce soit d'un manufacturier GE ou d'un autre. C'est pas important. Pour eux, c'était de voir comment est-ce que c'était possible de transférer ces datas-là pour rendre le service disponible à distance. Et je peux vous dire que sans mes ingénieurs biomèdes, sans mes ingénieurs en service informatique qui sont capables de me dire, Mado, il y a de la latence sur le réseau, c'est impossible, on va avoir de la collusion au niveau des datas, sans avoir aussi l'équipe médicale qui va accueillir et accepter ce tracé-là comme étant de capacité lecture normale, ben, je peux vous assurer que si cette interdisciplinarité-là n'existait pas, on pourrait jamais arriver à développer des services ou des programmes comme celui-ci. Je pourrais ajouter peut-être un témoignage d'un psychiatre. On a fait la télésanté mentale. On a beaucoup de consultations qui se font en psychiatrie pédiatrique et adulte. Puis les premières consultations qu'on a eues, c'est sûr, c'est toujours les consultations critiques, parce que si c'est un échec, les médecins vont dire moi je n'en fais plus là, je peux pas donner une qualité de service, le patient n'est pas satisfait, etc. Mais la télésanté a permis, quand on garde le patient dans sa communauté, avec l'équipe qui le prend en charge, l'éducateur, le psychologue, le médecin de famille. Puis quand il y a une consultation en télépsychiatrie où le spécialiste est au sud, mais toute l'équipe avec le patient sont au nord, il y a une collaboration interprofessionnelle qui est beaucoup plus optimale, beaucoup plus efficace. Il y a un transfert de connaissances et il y a une meilleure continuité dans la prise en charge du patient. Puis ça, c'était un des avantages qu'on a eu à travers certaines expériences dans certains domaines.
En télésurveillance, là, par exemple, la télésurveillance qu'on est en train d'implanter à largeur de la province actuellement pour les maladies pulmonaires chroniques, qui existe en fait depuis 15 ans au Québec, à Jardin-Roussillon, si les gens le savent, implanté depuis 2010 à Maisonneuve-Rosemont. Puis actuellement, on l'étend pour le MPOC, insuffisance cardiaque, grossesse à risque élevé, diabète, hypertension. Alors, l'équipe de première ligne, ils travaillent en collaboration interprofessionnelle. L'infirmière, l'inhalothérapeute ont accès au dossier. Le médecin pour les grossesses à risque avec l'infirmière, avec l'obstétricien, l'endocrinologue, l'obstétricien, l'infirmière ont accès à ce dossier-là et ils peuvent interagir pour s'assurer qu'il y a un suivi en temps opportun et que la patiente est référée au médecin approprié s'il y a lieu de faire une consultation par le télémonitoring des données, des réponses aux questions, ou la télémétrie de la glycémie, de la cétonerie, etc. Donc ça, c'est des exemples qui témoignent un peu de la collaboration, mais ça reste un enjeu quand même parce que il y a les enjeux de la technologie, les limites de la technologie dans certains cas qu'il faut travailler, puis en même temps l'ouverture et la collaboration des professionnels là-dedans. Pour nous, les étudiants, une réponse de 30 secondes. Quelles devraient être les compétences et les habiletés qu'on devrait développer pour répondre aux besoins de la télésanté et télésurveillance? À mon sens, les compétences, c'est d'être capable d'utiliser les technologies et de communiquer entre vous qui allez être différents professionnels. Et donc, pour moi, ce que ça signifie, c'est que demain matin, la télésanté sera pas périphérique. Ça va devenir la façon principale d'exercer les soins parce que les données du patient vont être toutes numériques et vous allez analyser, communiquer ces données-là à travers les technologies. Là, on passe une phase transitoire où on quitte les dossiers papier vers un univers numérique. Donc, je pense que déjà, vous avez des compétences pour utiliser les technologies. L'important, c'est d'être sensible à quel est votre rôle, responsabilité comme professionnel et comment vous interagissez avec les autres professionnels. Et je pense que si on regarde actuellement, j'ai fait de la recherche sur le dossier santé du Québec où on voit des médecins généralistes qui s'échangent les prescriptions de médicaments avec les pharmacies communautaires. Et naturellement, ça a créé de la collaboration entre les médecins et les pharmaciens qui voient la même information et qui, là, voient le monde un peu différemment et sentent le besoin de communiquer pour standardiser, aligner leurs pratiques. Et je pense que c'est ce que vous allez vivre dans vos carrières respectives. Je pourrais ajouter à ce que Claude vient de dire, parce que ça c'est important. Je pense que la formation des professionnels de la santé doit commencer à intégrer un peu ce volet de télémédecine, de technologie, de l'information et de communication, si ça ne l'est pas déjà. Mais ce qui est important, c'est que chaque service qu'on déploie peut-être requiert une technologie qui est un peu différente. Puis la formation des utilisateurs, la formation et des professionnels à l'utilisation de la technologie est toujours très importante. Donc il y a des compétences de base, une connaissance de base qui est requise, mais il y a toujours une formation d'appoint qui est importante pour rendre l'utilisation de la technologie beaucoup plus simple, harmonieuse, fluide, ce qui permet aux médecins ou aux professionnels, quand ils rentrent dans sa salle de consultation, il est à l'aise de pouvoir faire la consultation. Parce que c'est très très mauvais pour le patient quand il voit un médecin de l'autre côté qui est comme
ne savant pas quoi faire devant la caméra ou avec la technologie qu'il utilise, ça ne crée pas de lien de confiance. Donc, c'était un ajout à ce que Claude a dit de façon beaucoup plus globale et générale. Puis nous, je ne sais pas, au niveau des facultés de médecine et de professionnels de la santé, si la télésanté est déjà abordée dans le curriculum, ça va être très important. Qu'il y ait même des stages au niveau de services de télésanté, ça devrait être considéré dans le futur. Moi, je terminerai en disant, écoutez, ajustez votre langage à la réalité de ce que vous avez, soit au site distant, soit aux collègues avec lesquels vous parlez, ou soit avec le patient pour lequel vous allez échanger à très court terme, parce que le patient va aussi être capable d'avoir le portail qui va lui permettre d'accéder à ses cliniciens, à son pharmacien, à son médecin. Et ça, je pense que le concept de vulgarisation de l'information prend tout son sens dans l'utilisation des technologies. Et j'arrêterai cela. Vous avez... Allô? Vous avez devancé notre question, Madame Ghanem. Est-ce que les programmes de sciences de la santé ont à s'adapter pour répondre à l'importance sans cesse croissante de la télésanté et de la télésurveillance? Je laisserai peut-être vos collègues élaborer. Je pense que vous avez répondu très clairement que oui. Mais si oui, comment justement qu'est-ce qu'on doit apprendre dans nos curriculums là, qui manquerait? Parce que je vous le confirme, là, il y a pas grand-chose. Là, ou rien. Télésanté 101. C'est un petit cours très basique qu'on donne aux médecins, nous, quand ils veulent faire de la télémédecine. On prend le temps. Et je vous dirais peut-être d'aller checker un petit coup d'œil sur le portail de la télésanté du Ruiz McGill. Vous avez c'est quoi? De quoi ça a l'air, ça, la télésanté? Ça vous donnerait une petite idée. Puis là, je vais laisser aller Monsieur Sicotte pour vous donner un vrai cours. Non. Je dirais, premièrement, c'est plaisant de voir que vous avez organisé ce colloque ensemble. Vous venez toutes de spécialités différentes. Et donc, moi, je pense que c'est beaucoup en communiquant entre vous que vous allez apprendre à collaborer. L'autre élément aussi, vous le savez, il y a une partie de votre formation là qui est dans des salles à l'université. Donc, j'entends là peut-être que vous avez pas de cours précisément sur la télésanté, mais à mon sens, je pense que c'est plus important de vous former à des nouveaux modèles cliniques, les données probantes, où la télésanté, c'est de la technologie, c'est des moyens pour mieux achever nos objectifs cliniques. Aussi, l'autre grand moment de formation que vous vivez, c'est quand vous allez en stage, quand vous allez dans les établissements de santé, quand vous êtes avec, on appelle ça de la socialisation, vous allez en stage côtoyer des collègues pour développer vos habiletés, mais aussi vos valeurs, puis voir comment ça fonctionne. Et je pense que ça va être important dans vos stages, quand vous vous retrouvez dans les établissements, d'aller vers des gens comme Antoinette et Madeleine pour voir qu'est-ce qui fait comme télésanté et pouvoir en apprendre sur les sites même. Je vais vous contredire sur un point. Bon. La télésanté n'est pas un outil. C'est un nouveau mode d'organisation des services. Et ça, c'est très important. On le répète souvent. On a tendance, tout le monde, à dire c'est un outil, mais ça ne l'est pas. Et quand on parle de formation pour les professionnels, on a presque un tutoriel qui a été mis en place pour dire quelles sont les étapes et les éléments qu'il faut travailler avec un professionnel pour la mise en place d'un service. Je donne un exemple, juste l'analyse des flux de travail. On vient de dire que la télésanté, c'est une responsabilité partagée entre deux sites, où le site distant n'a jamais été impliqué dans la consultation d'un médecin spécialiste auparavant. En télésanté, il l'est. Puis souvent, et ça on l'a vu dans la pratique, les gens mettent des services en place, ils prennent pas en considération les rôles, les responsabilités de part et d'autre, et qu'est-ce que chacun doit faire pour la réalisation optimale de la téléconsultation. Donc ce tutoriel qu'on a mis en place, ça c'est basé sur l'empirique, sur notre expérience, on n'a pas été faire des travaux de recherche scientifique là-dessus, c'est pour
pour faire vraiment toutes les étapes d'analyse avec le professionnel avant vraiment le déploiement d'un service de télésanté. Et ça, c'est ce que je disais tantôt, quand on forme les utilisateurs sur le champ, sur le temps, on travaille avec eux, on les accompagne. Alors, de grâce, quand il y a un service de télésanté à mettre en place, demandez que les experts vous accompagnent là-dedans pour que vous soyez outillés. Puis, une fois fait, vous êtes outillés pour le restant. Alors... Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre panel. Je vous demanderai, oui, applaudissez nos panélistes.